Le 4 décembre 2025, l'entreprise américaine Pantone a dévoilé la couleur de l'année 2026, le Cloud Dancer, un blanc cassé très doux qui, semble-t-il, symbolise l'ère du temps. À peine l'annonce faite, les critiques ont envahi les réseaux sociaux, alors que certains et certaines internautes reprochent la pauvreté esthétique de la couleur, d'autres y voient une neutralité, mal adaptée à une société confrontée à des vagues de nationalisme blanc. En constatant l'ampleur du débat provoqué par ce choix, nous sommes parvenus à l'évident mais passionnant constat que oui, la couleur a son importance. Bien sûr, ce sujet est d'une telle ampleur que même une saison entière ne nous permettrait pas de l'analyser sous tous ses angles. Alors, nous avons choisi de nous concentrer sur la façon dont nos pratiques, au sein de l'école, se nourrissent des tendances colorielles. Pour en discuter, nous avons invité 5 d'entre vous à venir nous rejoindre autour d'une table ronde. On y parle d'émancipation, de liberté, de frustration et de bonnes couleurs. Nous mettons ensuite nos avis en tension avec l'utilisation de la couleur dans certaines séries télévisées. Et puis, cet épisode sera suivi d'une deuxième partie où l'on vous propose une revue de l'exposition Martine Parr au Jeu de Pommes du 30 janvier au 24 mai 2026 sous le prisme de la couleur. La deuxième partie de l'épisode se terminera par une sélection de témoignages de certains de nos professeurs qui sont aussi praticiens et praticiennes du design. Bonne écoute! Lors d'une intense période scolaire rythmée par la finalisation de portfolios et la rédaction de lettres de motivation, mon instinct de survie a fait un choix cohérent. Il m'a poussé à commencer Game of Thrones. Série autant vénérée pour sa qualité que détestée pour sa fin tristement mémorable, je me suis dit que c'était le contenu que j'allais consommer pendant les semaines à venir. Après un mois de destruction totale de mon rythme de sommeil, j'ai donc l'honneur de vous annoncer que j'ai à présent terminé ce bijou de la production audiovisuelle. Mais cette procrastination ne m'a pas suffi. Il me fallait encore passer au peigne fin toutes les vidéos YouTube analysant les réussites et les échecs cinématographiques de chaque épisode. Malgré l'abus évident de ma consommation, cette obsession m'a ouvert les yeux sur la richesse de l'image dans les séries. Un temps considéré comme annexe et inférieur au cinéma, la série télé n'était initialement pas vantée pour ses productions colossales ou sa richesse picturale. Si j'étais déjà consciente que cet a priori sur la qualité cinématographique des séries n'était plus d'actualité depuis longtemps, Game of Thrones m'a plus particulièrement ouvert les yeux sur la subtilité de l'utilisation de la couleur dans ce milieu. En effet, le fait que Game of Thrones présente globalement une sobriété dans ses couleurs a attiré encore plus mon regard vers les rares touches colorées clairement réfléchies. Que ce soit les cheveux d'argent de Daenerys qui soulignent sa rareté, le rouge symbolique de la maison Lannister qui rime avec la passion et l'énergie du lion, ou encore le contraste des couleurs chaudes de King's Landing qui illustre une guerre de manipulation, et les couleurs froides du mur qui retranscrivent au contraire une guerre contre l'hiver, ces choix n'étaient clairement pas laissés au hasard. Dans une toute autre ambiance, par exemple, on retrouve Euphoria, la série HBO reconnue pour son esthétique assez extravagante. Dans ce monde où l'adolescence américaine est présentée sous son angle le plus cru, les paillettes et les atmosphères lumineuses teintées de bleu et de violet qui entourent les acteurs ne sont évidemment pas fidèles au réel. Au contraire, elles sont fidèles à la réalité expérimentée par chaque personnage. Elles suivent leur souffle et traduisent visuellement le chaos ou la beauté qu'ils parviennent à ressentir le temps d'un instant. Dans Euphoria, la couleur est un moyen de plonger dans le ressenti des personnages, de s'arracher au monde concret pour explorer le chaos émotionnel qui caractérise les adolescents. Mais bon, comme dans le cinéma, il semble assez évident que les couleurs jouent un rôle essentiel dans la construction et l'évolution du récit, et soient accompagnées de cette dimension symbolique. J'ai donc décidé d'aller explorer un peu plus loin en posant des questions à notre très cher professeur d'humanité, Monsieur Pija. Il m'a notamment fait découvrir l'existence d'un outil inventé dans les années 2010, permettant de générer une sorte de code-barre, une palette de couleurs qui retranscrit les couleurs dominantes visibles à l'écran en fonction du temps écoulé. Cet outil est donc un bon moyen de voir comment évoluent les couleurs au fil des épisodes ou des saisons. Dans Black Mirror, par exemple, malgré le fait que chaque épisode comporte une histoire totalement indépendante, on remarque que la palette tourne toujours autour de tons sombres, saupoudrés de quelques touches de couleurs plus vives. Dans Breaking Bad, au contraire, ces codes couleurs révèlent, en plus d'une présence poignante du jaune, un assombrissement global des couleurs au fil des saisons, en parallèle avec l'atmosphère de l'histoire.
Dans une toute autre approche, je me suis dit que les couleurs pouvaient aussi être un moyen pour les séries de maintenir leur cohérence. En effet, dans l'industrie de la série où les réalisateurs peuvent changer en fonction des épisodes, préétablir une palette de couleurs en début de production et la maintenir tout le long d'une saison peut assurer de garder une ligne conductrice claire tout en consolidant l'atmosphère globale de l'image. Lorsque j'en ai parlé avec Monsieur Pija, il m'a confirmé l'existence de bibles de série, des sortes de cahiers de charges très précis qui définissent à la fois l'histoire, le rythme, le montage, le cadrage, mais aussi toutes les données techniques de lumière, de colorimétrie ou de filtre. Lorsque j'ai fait ma propre recherche sur Internet, j'ai remarqué qu'il n'était pas forcément facile d'accéder à ces bibles et que toutes ne contenaient pas automatiquement des indications colorimétriques, notamment pour les bibles initiales qui servaient à vendre la série. Celle de Game of Thrones, par exemple, ne contenait aucune information sur cet aspect, tandis que celle de Stranger Things résumait la cinématographie de la série avec un unique adjectif, sombre. Mais j'ai néanmoins réussi à trouver la bible de la série Netflix Sex Education, qui, elle, contenait une description un peu plus complète. Les créateurs souhaitaient en effet une esthétique à, je cite, l'œil ambitieux, chaud et avec un goût du style. Le texte indiquait aussi vouloir sortir des tons plats et gris de séries plus traditionnelles comme Grange Hill ou The In-Betweeners pour mettre en avant un monde texturé et taquin, avec des couleurs saturées mais matures, et avec une approche fraîche et sophistiquée et une identité visuelle distincte. Cette section était aussi accompagnée d'une série de photographies donnant une idée sur l'atmosphère visuelle générale. Un autre grand critère qui peut guider le choix des couleurs dans une série télé est aussi son appartenance à un genre précis. Je pense qu'on a tous des groupes de couleurs qu'on attribue instinctivement à certains genres, comme les tons sombres et bleutés pour les séries policières ou paranormales, comme Sherlock, Mindhunter ou Le Problème à trois corps, et les tons jaunes et lumineux pour les séries plus légères et comiques, comme The Good Place ou Friends. En parlant de Friends, Monsieur Pija m'a fait remarquer que dans les sitcoms, la réflexion sur la couleur se retrouvait davantage dans les vêtements des personnages plutôt que dans les décors. Si Monsieur Pija m'a donné l'exemple de la série Community pour illustrer son propos, j'ai de mon côté aussi retrouvé cette situation dans mon sitcom du moment, Brooklyn Nine-Nine, où on voit clairement que chaque personnage se voit attribuer des couleurs vestimentaires très distinctes. On a les vestes noires pour la rebelle Rosa, des ensembles beiges pour Boyle et sa personnalité passive et conciliante, un équilibre de tons roses et neutres pour Amy et son mélange de féminité et de rigueur bureaucratique, et enfin des chemises à rayures bleues pour Jake et son image de garçon enfantin. Bon, en faisant de plus en plus de recherches sur ce sujet, j'ai réalisé qu'on pouvait encore passer des heures à analyser des exemples poignants ou à se concentrer sur toute la symbolique qui accompagne la théorie de la couleur. Malgré le résumé évident que j'ai dû faire, j'espère néanmoins que ma petite recherche vous aura appris certaines choses ou encouragé à porter un peu plus attention à la manière dont la couleur est utilisée dans les séries que vous regardez. Mais pendant ma petite enquête, je me suis aussi rappelé d'une phrase que nous avait dit un jour notre professeur de 3D pendant un cours de scénario. Il expliquait que la série, elle, était avant tout un travail de narration plus que d'image. Et en effet, lorsqu'on y pense, c'est vraiment le cas. Si on pourrait peut-être contempler un film de 3 heures avec une magnifique cinématographie, malgré un scénario plat et inintéressant, on le ferait clairement moins pour une série télévisée de plusieurs dizaines d'heures et séparée en une vingtaine d'épisodes. Donc oui, il ne faut pas oublier que malgré tous les effets de lumière et palettes originales possibles, l'histoire reste le point central des séries télévisées. Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et merci à Monsieur Pija d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et je vous laisse à présent avec la superbe discussion qu'ont organisée Lucille et Maxence avec 5 autres étudiants de l'ENSAMA sur, roulement de tambour, la couleur. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce premier débat de l'année qui va porter sur le thème de la couleur. On vous propose aujourd'hui d'explorer ensemble ces multiples dimensions. Et donc, on est vraiment curieux de découvrir votre rapport à celle-ci, la manière dont vous l'intégrez dans vos créations et dont vous l'explorez dans vos formations. Je vais laisser nos chers invités se présenter. Du coup, moi, c'est Noé Sens, je suis en première année en graphisme identité visuelle. Bonjour, moi c'est Hugo, je suis au Pelletier, je suis en DNMA d'objets, des exceptions. Bonjour, moi c'est Céleste Carrère et je suis en DNMA d'événements. Bonjour à tous, je suis Valentin Robin, en étudiant en DSA métier d'art. Bonjour à tous, je suis Lélio Bazin, étudiant en DSA communication de marque.
Pour ouvrir cette discussion, on va s'intéresser à un acteur incontournable un petit peu de la standardisation des couleurs ces temps-ci. Enfin, du moins, on aimerait savoir votre avis là-dessus. Je vais laisser Lucille vous introduire tout ça. Exactement. Alors, fondée dans le New Jersey en 1963, cette entreprise Pantone a révolutionné en fait le secteur de l'imprimerie avec son Pantone Matching System, qui est donc un outil innovant qui permet de sélectionner, reproduire la couleur avec précision et régularité partout dans le monde. Et donc cette révolution, elle crée des standards agissant comme des repères aussi, appliqués au secteur de la mode, du design et de la communication. Et donc, chaque année, le Pantone Color Institute annonce la couleur de l'année. Et vous l'avez sûrement vu passer. Mais la Cloud Dancer, ce blanc légèrement vanillé, a été nommé comme couleur de l'année 2026. Défendu comme une couleur refuge, c'est-à-dire un blanc apaisant, clair, comme une sorte de besoin de retour à la simplicité, en phase avec un monde qui est peut-être saturé de sollicitations aussi. Et comme chaque année, ça suscite, on va dire, un vif débat quant à la signification du choix de cette couleur. Et par exemple, la chercheuse Rose Kay Bido, elle parle en fait de politique visuelle du retrait. Et elle fait aussi un rapprochement avec le concept de la blanchité. Tandis que le magazine Eta, pour le coup, présente cette couleur comme une couleur de rigueur, propice à une respiration créative qui révèle les formes, met en valeur les textures, les contrastes et les typographies affirmées. Cependant, il y a certains experts qui contestent, on va dire, la pertinence d'une couleur de l'année, qui jugent l'exercice, on va dire, davantage marketing que prédictif. Et donc, on se demandait, en fait, qu'en est-il de la vraie singularité de la création chromatique ? Et est-ce que cette homogénéisation des tendances, est-ce qu'elle a encore de l'impact dans nos intérieurs, nos supports graphiques et création textile ? Donc on va vous laisser un petit peu s'exprimer sur cette annonce de la nouvelle couleur. Si Lélio, tu as peut-être un avis à nous donner pour nous lancer un peu le débat. Alors personnellement, déjà en tant que créatif, je trouve que c'est un petit peu triste de réduire tous les champs créatifs, toutes les disciplines, toutes les matières, tous les types d'exploration graphique qu'on peut avoir dans nos domaines à une seule couleur, qui plus est un blanc légèrement cassé. Personnellement, je suis pas du tout fan de cette couleur et je trouve que ça représente une certaine vision du monde qui est peut-être pas forcément le reflet de ce que les créatifs, en tout cas dans nos activités, on a envie de faire ou ça représente pas forcément toutes les possibilités qu'on pourrait faire. Mais je pense que c'est aussi un petit peu un appel à... Peut-être que certains créatifs vont avoir un peu une prise de conscience et se dire qu'on peut justement réfléchir à d'autres solutions pour venir un petit peu en réponse, comme dans l'histoire du design où il y a toujours un mouvement et un contre-mouvement qui le suit juste après. Je pense qu'on est dans une période où en tout cas, soit la fin d'une période, soit le début d'une nouvelle et qu'il y a des changements qui sont en place dans le domaine de la création. Oui, je vois, du coup, tu contestes quelque part aussi cette forme d'imposer ce choix de couleur comme un standard qu'on devrait appliquer, alors qu'en réalité, c'est pas ce que veulent les créatifs et c'est même pas ce qui est censé peut-être être la couleur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. Oui, c'est plutôt ça. Et je pense qu'on sort déjà d'une période où il y avait pas mal de blancs ou de couleurs déjà très neutres. Et je trouvais ça presque un peu étonnant en me disant que c'était peut-être un peu tard limite pour ce genre de couleurs, quand on a pu voir des dérives un petit peu du minimalisme. Quand je parle du minimalisme, je parle par rapport au mouvement de pensée où il y a plein de marques ou d'institutions qui ont pris ce concept et qui l'ont un peu sorti de son contexte, souvent par économie de moyens, économie de matière ou de création. Je critique pas du tout le minimalisme. C'est vraiment juste dans le sens où c'est un peu trop poussé par le marketing et l'économie. Très intéressant. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui voudrait rebondir un peu sur cette question un peu du minimalisme aussi par rapport à la couleur ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous observez vraiment qu'il y a une disparition de la couleur ces dernières années Il y avait un graphique qui est sorti c'était il y a 2 ans, je crois, notamment sur les objets. Ils avaient observé, les scientifiques, dans les objets du quotidien, l'évolution de la couleur depuis 1800, je crois, quelque chose comme ça. Et on remarque, en fait, c'est uniquement le noir et le blanc qui maintenant qui domine. C'est quelque chose, moi, je trouve ça vraiment très dommage.
ça appauvrit en fait notre environnement. Alors que la couleur, ça nous met dans une ambiance et dans un état. Enfin, c'est prouvé plusieurs fois que ça nous met dans certaines ambiances. Et c'est très dommage, ça reflète peut-être aussi ce qu'on ressent dans la société ou des choses comme ça. Ok, donc oui, c'est ça, tu observes bien qu'il y a une disparition de la couleur et que on enlève un peu la sensorialité aussi, la couleur, en se mettant que sur du blanc. Puisque c'est vrai que là, le magazine Étape, il défendait comme justement cette couleur blanche, elle permet de mettre en valeur justement peut-être l'extravagance de certaines choses. C'est un support en fait, plutôt qu'une finalité. Mais c'est vrai qu'en présentant ça comme une nouvelle couleur de l'année, c'est assez fort comme signification. Quand je disais, ouais, il y avait beaucoup de gens qui parlaient de blanchité ou même de silence politique aussi. Je ne sais pas si voilà, vous pensez, vous savez peut-être pourquoi il y a eu ce choix-là de blanc. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je pense que je trouve que d'un côté, c'est très normalisant en fait d'avoir une couleur de l'année parce que on met sur un piédestal quelque chose qui est censé représenter en fait un ensemble de créatifs, de qu'est-ce que la scène créative produit pour cette année. Et au final, je pense que l'idée d'avoir en fait ce blanc-là qui est très précis, c'est pas un blanc vraiment à 100%, mais c'est une bonne idée pour faire, on va dire, ressortir peut-être des travaux comme un cadre, on va dire, autour de quelque chose qui peut justement être hyper extravagant au centre. Mais d'un autre côté, le fait, moi j'ai un problème en vrai avec l'idée d'avoir une couleur de l'année. Je pense que c'est surtout quelque chose à la base c'est fait pour vendre en fait, parce que du coup la couleur de l'année elle est, on va dire entre guillemets, monétisable que pendant une année, et en fait ils vont vendre tout un packaging de couleurs Pantone par rapport à cette couleur qui sont soit applicables pour du cosmétique, donc qui sont à la fois peuvent être ingérés et mis sur la peau, et il y en a aussi pour le tissu, les plastiques, les lacs, les métaux. Et c'est quelque chose qui est, on va dire, très commercial. Après, c'est leur modèle économique. Ils sont là pour nous vendre une couleur et un standard. Donc ça fait peut-être des petits bons, on va dire, chaque année. Ils font un peu de cette manière-là. Et après, je pense que ça reflète peut-être le calme un peu de notre époque. Je sais pas si vous voyez, mais on remarque souvent, du coup là c'est une autre couleur, le bleu, comme un peu la couleur du 21e siècle, on va dire. Il y a beaucoup de bleu partout. Et c'est une couleur qui représente le calme. Et peut-être qu'on est sur une politique en ce moment où on est peut-être sur le pas de vague ou quelque chose qui est comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, mais j'aimerais apporter quelques nuances. Pour moi, donc, sans parler de la catégorisation de couleurs de l'année qui, pareil, je trouve renferme un peu les créatifs, et au fil des années, je trouve crée un espèce de cercle vicieux où finalement il y a très peu de créations qui se détachent ou qui se démarquent. Pour moi, cette couleur-là, ce blanc cassé, je le trouve très peu nuancé. Alors, je dirais pas qu'il est neutre, parce que la neutralité, ça s'achète et ça s'ancre dans un contexte. Mais je trouve qu'il appuie ce que tu disais justement sur le contexte politique notamment. Enfin moi en tout cas j'en fais une lecture politique, donc notamment avec la traîne par exemple de la clean girl, etc. Je trouve que pour le coup c'est assumé ce qui a été des tendances de ces dernières années. Et je sais pas honnêtement ce qu'on doit conclure de ce choix-là, parce que certes c'est un geste assez audacieux d'avoir choisi cette couleur, mais je sais pas ce que ça veut dire en tant que contexte économique et politique. À la fois, ce qu'on disait sur le paysage qui était plus calme et plus neutre, moi j'aimerais apporter la nuance du fait que, notamment dans les arts visuels, on a aussi des couleurs qui ont été très très assumées, notamment je pense au Bratz de Charli XCX, notamment ce vert fluo qui a été vu tout un été l'année dernière, il y a 2 ans, et je trouve que justement ce paysage de couleur, il a tendance un peu à s'atténuer, et peut-être qu'on a ce besoin aussi ou cette nécessité plutôt, d'avoir justement une proposition créative plus assumée, plus tranchée. Donc j'ai l'impression qu'il y a 2 camps qui sont plus extrêmes, et à la fois je sais pas si des nuances peuvent exister, et je sais pas aussi ce que ça veut dire nous en tant que créatifs, où est-ce qu'on doit se positionner, est-ce qu'on doit avoir une position affranchie aussi,
ou est-ce qu'on doit travailler justement en fabriquant ces nuances ou pas? Voilà. Et oui, je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est aussi à nous, en tant que créatifs, de se réapproprier ce choix de couleurs et de plus forcément voilà, dépendre ou se forcer à s'adapter à une certaine tendance. Et oui, je suis assez d'accord. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup sur les réseaux, beaucoup de gens se positionner avec tous des avis très tranchés, très différents. Est-ce qu'on est obligé de forcément avoir un avis fermé et décisif sur ce choix de couleur, ou est-ce que c'est justement comment est-ce que chacun va l'interpréter ou pas? C'est ça qui va compter, je pense. Et Céleste, je ne sais pas si toi qui du coup est en événement, est-ce que est-ce que les marques comme ça, est-ce on t'a parlé de cette nouvelle couleur comme un nouvel indicateur de tendance, ou est-ce qu'au contraire, c'était plus un aspect critique par rapport à cette couleur-là? Donc voilà, je ne sais pas si tu as eu des échos ou un avis à nous partager. Alors, on n'en a pas vraiment parlé en cours, mais en tout cas, j'étais en cours au moment où je l'ai appris et je me souviens qu'on était assez surpris parce que c'était assez ironique comme choix de couleur et c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. Et enfin, même on peut se demander aussi si est-ce que le blanc c'est une couleur aussi. Et en tout cas, c'est vrai que dans le design de marque, c'est vrai qu'on va avoir plus de liberté peut-être au niveau des couleurs que dans d'autres disciplines où c'est vrai qu'on peut se permettre de plus agir avec les couleurs, mais c'est vrai qu'il y a aussi une tendance du minimalisme. Ok, bah justement, vu qu'on parle de nos pratiques, est-ce que vous pourrez donner un peu justement comment est-ce que vous l'utilisez, la couleur, on va dire les couleurs dans votre pratique? Est-ce que ça fait partie de votre pratique? Donc moi je fais du design, un DSA communication de marque, donc en fait on va designer tout ce qui est un petit peu relié à des marques, donc à des clients, donc on a quand même un cahier des charges qui est souvent assez limité par rapport à l'ADN d'une marque, l'héritage. Il y a souvent des couleurs iconiques auxquelles on ne peut pas toucher, on a souvent ça qui est imposé, et quand on a le choix, on va souvent choisir des couleurs par rapport à leur signification, par rapport à la cible marketing ou des choses très normées. Donc j'avoue que en fait on a le choix, mais c'est un peu un faux choix dans le sens où si on propose quelque chose de trop audacieux, ça pourrait parfois nous être reproché. Mais en dehors de cette activité de design de communication, moi je suis photographe avec un style très éclectique, kitsch, et pour le coup là de la couleur il y en a beaucoup. Et je pense que c'est peut-être mon activité, enfin mes études en tout cas, qui m'ont amené à développer ce style ultra kitsch, très bold, très coloré, en réponse un petit peu à cette limitation ou cette frustration que je pouvais peut-être avoir inconsciemment dans le travail qu'on fait dès qu'on travaille en fait avec des marques et des clients. Oui, parce que en fait, la couleur, elle crée des univers, donc forcément, en tout cas, on a cherché à intégrer du sens et des segments même dans la couleur. Donc forcément que les marques vont se caler aussi sur ces significations de la couleur. Mais je pense qu'au-delà même de l'univers sémantique, quand je parlais de sensorialité tout à l'heure, peut-être que Hugo, toi tu parlais d'impact de la couleur sur les émotions, sur les en dehors que en tout cas un intérêt marketing ou un intérêt d'attirer des clients. La couleur peut aussi avoir un impact sur nos émotions. En moi, en design d'objet, j'ai souvent du mal à trouver les bonnes teintes enfin, comment bien la penser pour que ça corresponde à ce que je veux transmettre. Et on avait un projet, c'était en début d'année. C'était au bassin de la Villette où il fallait travailler sur un stand extérieur. Et moi, j'avais choisi une problématique qui était le traitement du son. Donc, je me suis retrouvé à faire des grands panneaux pour l'isolation phonique. Et du coup, j'ai fait le choix, en fait, plutôt que de d'imposer une couleur, de garder la matière brute, c'était du liège compensé, et juste d'inciter les gens, les personnes qui utilisaient le lieu, à les inciter à mettre de la couleur, justement, pour pas imposer. Parce que j'aime pas trop cette idée de centralisation, de forcer à mettre une couleur, donc plutôt pour que les gens mettent leur ressenti, puis que ça évolue avec la société, et puis ce qui se passe. Et du coup, j'avais juste écrit tag here, pour que les gens pour inciter à mettre de la couleur. Voilà. Ok, du coup, il y avait quelle couleur qui était parce que les gens C'est un ont projet qui est resté complètement théorique. Ah d'accord, ok. Voilà, mais l'idée, c'était plutôt ça, quoi. Ok, mais dans le concept, oui, c'est ça. C'était aussi de ce côté participatif, de laisser les gens avoir leur propre rapport à la couleur. Est-ce que Noé, tu peux nous parler aussi de ton rapport à la couleur dans ta pratique et notamment à la photo ou au graphisme? Ouais, bien sûr. Moi, je pensais justement par rapport à ce que tu disais et ce que disait Elio sur quand on choisit en fait notre couleur et la cible aussi
par rapport à notre sujet. Moi, je suis en première année, enfin au tout début de la première année, j'avais fait un projet où on devait faire un festival off engagé sur la pollution de l'air. Et mon parti pris, en fait, j'avais choisi d'avoir un peu des couleurs hyper techno. J'avais d'un côté un violet très sombre, un peu parne, et d'un autre un vert qui tend vers le fluo, presque jaune, jauni. Donc c'était des choses qui marchaient plutôt. Ça accompagnait la forme graphique et ça donnait une idée en fait de fraîcheur. Et c'était voilà en fait les associations chromatiques, ça provoque des émotions, on va dire. Ça me fait penser qu'il y a un artiste qui avait fait une œuvre, je sais pas si vous connaissez, c'est Olafur Eliasson. Il avait fait une œuvre où il avait utilisé justement la couleur pour enlever la couleur. C'est un peu particulier, c'était avec une lampe monochromatique. En fait, ça projette un jaune très puissant. Et ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait mis en face de cette lampe un nuancier avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et faut savoir qu'en fait, la couleur, c'est quelque chose aussi de très relatif parce qu'elle existe, parce qu'il y a de la lumière. Et il y avait une petite lampe à lumière blanche. Et en fait, on pouvait allumer la lumière blanche et les couleurs réapparaissaient. En fait, on se rendait compte que les gens qui rentraient dans cette installation, en fait, là, il y avait plus de couleurs et c'était très silencieux. C'était presque triste, on va dire. Et moi, je pense que justement, la couleur, elle a un pouvoir très très sensibilisateur, si ça se dit. C'est quelque chose qui peut nous rapprocher, je pense aussi. Justement, par rapport à ça, par rapport à ce que tu viens de nous dire, ce serait intéressant de savoir, pour vous tous, en fait, dans quelle mesure votre choix de couleur, il est influencé à la fois par des considérations assez fonctionnelles et aussi par peut-être des valeurs plus symboliques. Je pense que dans la couleur, il y a aussi, en fait, il y a un peu ces dictates de la couleur où il y a beaucoup de règles. Et je pense que c'est pour ça qu'on a aussi un petit peu de moins en moins de couleurs, parce que beaucoup de gens ont peur de la couleur. Parce qu'il y a plein de règles. Il y a la complémentarité, c'est-à-dire les couleurs opposées sur le cercle chromatique. Il y a je n'ai pas le terme, mais les trios de couleurs, quand on va choisir 3 couleurs qui sont également, distribuées également sur un cercle chromatique. En fait, il y a plein de règles, de conventions. On a peur de tomber dans le mauvais goût, dans le kitsch. Il y a un peu cette diabolisation de la couleur, comme quoi il faut pas forcément mélanger certaines couleurs. Mais du coup, je pense que nous, on se sert un petit peu de ces dictates, et en même temps, il faut qu'on arrive à prendre assez de recul pour pas forcément se sentir enfermé, en tant que créatif en tout cas. Oui, carrément, justement, par rapport à cette peur de la couleur, c'était l'artiste David Batchelor qui parlait du concept de chromophobie. Et c'est considérer en fait les couleurs comme suspectes, pas fiables. Et oui, voilà, on considérait que apporter une couleur, c'est vouloir dévier le regard, vouloir manipuler, on essaie de nous séduire un petit peu par des couleurs assez enchantées et qu'au final, on n'irait pas directement au sens premier. Donc oui, c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, il y a aussi peut-être une peur de la couleur. Enfin, je regardais, j'ai vu aussi que dans les années 60, il me semble, le métro parisien était coloré, alors que maintenant, c'est beaucoup plus fonctionnel. Ce que je peux comprendre aussi, parce que quand on est dans un espace de passage, il faut que ça aille vite. S'il y a des couleurs, c'est peut-être un peu plus distrayant pour la lecture aussi de l'orientation des différentes directions. Donc c'est vrai que la couleur peut-être aussi dévier dans quelque sorte, et le blanc peut ramener aussi une harmonie, mais je suis d'accord avec toi, Lélio. Je pense qu'il faut qu'on se détache un petit peu justement des dictats, et c'est pour ça la question de base, c'était est-ce qu'il y a vraiment toujours aujourd'hui de la place à la création de la couleur, ou est-ce qu'en fait on a tout inventé, voilà. Alors pour ma pratique, en ce moment j'utilise beaucoup le noir et le blanc, donc c'est assez drôle parce que tous nos parcours on parle vraiment d'absence de cette couleur alors qu'on a introduit l'émission en parlant justement qu'on était un peu frustré de ce manque de couleur. Dans mon cas, j'ai fait donc un parcours de textile et j'ai toujours été frustré qu'on m'impose un textile déjà fait, d'où mon parcours de design textile pour pouvoir créer mes propres matières. Et aujourd'hui, je travaille le noir et blanc justement pour épuiser ces deux couleurs et de voir
par la texture et par la mise en forme et par plein d'autres critères plastiques, comment elles peuvent communiquer. Et c'est deux couleurs qui sont, je pense, inépuisables. Et je trouve que c'est déjà assez fort comme parti pris. Et j'utilise pas spécialement d'autres couleurs parce que justement on parlait de ça, c'est assumer un message trop fort. Et dans mon cas, c'est vraiment me dire d'accord, si j'utilise cette couleur, mais alors quels propos théoriques ou sémantiques vont devoir appuyer cette couleur. Et c'est tout un discours au final qui est fait, qui est fabriqué. Et c'est peut-être ça aussi, le fait de se détacher, enfin la volonté de vouloir se détacher de ça et d'épuiser seulement ces deux couleurs qui n'en sont pas et travailler plutôt la couleur comme des ondes lumineuses ou voilà, par d'autres critères. Si, ouais, justement, je me demandais, en fait, la création de la couleur, c'est quoi, en fait, au final? Est-ce que c'est les supports aussi qui conditionnent la couleur? Parce que une couleur ne va pas donner du même sens si elle est sur telle ou telle matière. Donc, oui, c'est vrai qu'en fait, la création chromatique, elle est très large. On peut parler d'environnement, d'espace. Donc, mais je suis assez d'accord. C'est vrai que quand on choisit une couleur, en tout cas, dans mon parcours d'art appliqué, j'ai toujours été plus ou moins obligée de la justifier. De pourquoi est-ce que j'ai pris cette couleur? Il faut que ce soit justifié. Et en tout cas, j'ai eu l'impression que je pouvais pas prendre cette couleur juste parce que ça, voilà, ça allait bien avec l'univers avec lequel je collais. Je voulais juste rebondir un petit peu sur cette question de peur de la couleur ou de retrait de la couleur si on observe qu'il y en a un. Je sais pas si vous avez vu, mais dans le domaine plutôt de l'imprimerie, il y a eu des logos qui ont été refaits, enlevés avec une façon d'enlever leur couleur. Je sais pas si vous avez vu ça. Ou en fait des logos qui pourraient être plus écologiques. C'est-à-dire que ça utiliserait beaucoup moins de couleurs, de peinture, etc. Et donc, c'est vrai que peut-être le moins de couleurs, c'est peut-être faire des économies quelque part. Alors, des économies sur quoi? Encore une fois, hein, est-ce qu'on fait des économies sur le bien-être ou est-ce que c'est une bonne stratégie? Voilà. Ouais, du coup, j'avais envie de la caler depuis un moment. Tu vois, le côté couleur et environnemental. Mais du coup, si on repart sur ce Cloud Dance, c'est, je pense, déjà une bonne aberration écologique parce que du coup, on met du blanc sur du blanc en soi. Normalement, nos papiers de base sont blancs et même s'ils sont noirs, pourquoi utiliser un noir et mettre du blanc par-dessus? Et même numériquement, le blanc, ça consomme plus qu'un noir. Et par rapport à cette idée de logo, je pense que c'est pas forcément en variété de couleurs, tu vois. C'est plus en quantité, je pense. Surtout ce qu'on utilise dans le design qu'on dit soutenable. C'est surtout, on va éviter les aplats de couleurs, en fait. On travaille beaucoup avec de la trame. Ça réduit considérablement, en fait. On peut faire, en fait, quasiment des aplats en diminuant, je pense, d'un tiers facilement la quantité d'encre. Et ouais, et par rapport à ces logos qui ont été refaits peut-être plus écologiquement, bon là encore, ça dépend de vraiment si c'est suivre une trend ou alors vraiment avoir un engagement écologique. Je pense que c'est quelque chose évolutif, la couleur. Ça va avec son temps et automatiquement, si les supports vont évoluer et les médiums vont évoluer, la couleur, généralement, elle aussi, elle suit. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire par rapport à l'écologie. Et je me demandais plutôt, du coup, du côté événement, je sais, je fais peut-être un grand saut, mais je fais que voir en ce moment des espèces de pop-up qui ont des couleurs. En général, c'est des couleurs très homogènes. C'est une seule couleur. La monochromie, on va dire, est assez impactant pour les marques. J'ai l'impression en ce moment, elles aiment bien jouer sur cette monochromie. Voilà, donc je sais pas ce que t'en penses, Céleste, par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé? Est-ce que les marques, elles sont réellement... est-ce qu'elles sont aujourd'hui très enjouées par rapport aux couleurs? Voilà. Eh bien, comme l'a dit Elio tout à l'heure, les marques ont une importance forte à la couleur parce que ça correspond aussi à leur identité. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément aussi la liberté de pouvoir choisir forcément la couleur qu'on veut pour nos projets en événement ou en communication de marque aussi, je pense. Et une couleur pour une marque, c'est vraiment quelque chose qui va la représenter, qui va transmettre quelque chose. Et c'est ce qui va être important dans son identité. Après, la couleur, elle peut s'adapter aussi selon les endroits. Je pense par exemple à McDonald's qui a normalement un logo qui est rouge, mais pour l'Europe et la France, c'est vert parce que pour nous, le rouge, c'est plutôt pour la nourriture, pas un très bon signe, alors que le vert, ça indique un gage de qualité, ce à quoi on fait peut-être plus attention en Europe. Ok. Et
Est-ce que, je sais pas si peut-être vous pouvez parler de votre parcours, comment est-ce qu'on vous a appris à utiliser la couleur? Bah, je me souviens que les premiers jours où je suis arrivée en DMA d'événements, c'était vraiment, on avait des fiches sur la couleur, sur qu'est-ce que chaque couleur transmettait. Et c'était d'ailleurs, enfin, ça faisait partie des choses qu'on devait regarder en premier. Et c'était Michel Pastoureau, surtout la référence qu'on nous donne beaucoup, qui a fait notamment plusieurs livres sur chaque couleur, et qui a expliqué en détail et détaillé qu'est-ce que chaque couleur signifiait. Et c'est ce qu'on va beaucoup utiliser en communication, puisque ça va être aussi... Enfin, la couleur, c'est quelque chose d'instantané qu'on voit tout de suite et qui communique finalement directement. Hugo, si tu veux parler de ton parcours par rapport à la couleur. Nous, j'ai pas l'impression qu'on nous ait vraiment fait travailler là-dessus. Après, en objet, en ce moment, c'est plus les tendances à être tout ce qui soit très épuré, parce que l'objet devient invisible en fait. Donc la couleur aussi, elle passe à la trappe. Voilà. C'est-à-dire, l'objet devient visible. On peut prendre l'iPhone par exemple, où c'est vraiment c'est quelque chose de très neutre, noir, on l'oublie. Et c'est vraiment la manière de l'utiliser et le contenu qu'il y a dedans où c'est centré là-dessus en fait. J'ai pas vraiment l'impression qu'on nous ait incité à utiliser la couleur ou appris à l'utiliser également. Mais même les matières, en fait, on peut l'associer aux textures également. Des choses très épurées, très, très fonctionnelles. Tu vois, genre, c'est un drôle aussi parce qu'au final, iPhone, pour leur dernier, ils ont fait tous une com avec ce bel orange qu'ils avaient utilisé. Mais du coup, ouais, ça m'étonne un peu en fait qu'en objet, vous soyez sur une épure. Je sais pas si vous rebasculiez un peu dans du fonctionnalisme ou quelque chose comme ça. Moi, je sais pas ce que t'en penses, Maxence, mais par rapport au cours qu'on a eu, mais j'ai pas vraiment la sensation qu'on a eu des moments où c'est centré sur ça en fait. Je pense que c'est jamais explicitement centré sur la couleur, même dans les cours de technologie et matériaux. Mais en fait, à chaque fois, c'est lié à la matière, c'est lié peut-être après un usage directement. Et après, on a aussi quand même pas mal de liberté, je trouve, en objet d'exception. Et personnellement, la couleur, j'adore plutôt... En fait, j'aime pas inventer et m'imposer une palette. Et j'aime beaucoup travailler avec les objets déjà existants et des choses que je peux observer dans tel ou tel contexte. Et après jouer avec ses formes, jouer avec ses couleurs. Parce que nous, pour le coup, en étant en événement, du coup, avant, bon là je suis en com de marque, mais avant j'étais en événement. Et nous, alors c'est très particulier à la formation qu'on a eue, mais le travail de la couleur, la sensibilité de la couleur dépendait toujours d'une marque. Mais encore une fois, c'est le contenu de notre formation qui était fait comme ça, mais je trouve en tout cas qu'on n'a jamais eu l'occasion de s'en détacher. Je sais pas ce que t'en penses, Lélio. Je pense que la couleur, en tout cas dans nos sections, donc événements, communication de marque, c'est plus une construction qu'on va se faire pendant nos cours, par exemple, d'expression plastique ou dans une recherche plus personnelle. Parce que je trouve qu'on nous met pas, à part les codes évidemment de la marque, que le bleu c'est apaisant, que pour du fast-food on va utiliser du coup du vert et du jaune n'est pas une autre couleur. Enfin, que c'est très codé. Au-delà de ça, je trouve que c'est quand même dans notre pratique qu'on vient découvrir et apprendre à utiliser la couleur. Chacun a sa vision des couleurs, son utilisation. C'est vraiment quelque chose de très personnel, les couleurs. Bah ouais, carrément. C'est pour ça que j'avais un peu introduit avec le cas de Pantone, qui est bonne. Mais c'est vrai qu'en tout cas, lorsque j'étais en stage, la couleur, c'est pas du tout des choses auxquelles on réfléchissait. C'était assez automatique, dans le sens où cette couleur, elle va là, c'est très bien comme ça, et on n'avait pas forcément le droit à l'erreur ou au hasard. Après, c'est le milieu peut-être professionnel qui fait ça. Voilà. En tout cas, pour le domaine plutôt événementiel, en tout cas. On est aussi dans un domaine où il y a quand même des deadlines, des enjeux économiques et temporels qui sont quand même assez importants. Donc, je pense que la couleur n'est pas la priorité. Ils préfèrent avoir un dispositif qui formellement fonctionne mieux qu'une couleur qui n'est pas tout à fait la bonne ou qui aurait pu être légèrement plus chaude ou plus froide. Ouais, il y a un consensus, dans le sens où il y a des couleurs plus faciles à accepter, et donc forcément on va plus aller vers cet univers-là parce qu'il parle à plus de monde. Donc voilà, mais je me demandais même, est-ce qu'on peut toujours faire du hasard avec des couleurs? Évidemment oui, mais je pensais peut-être aux teintures, je pense à ça, je sais pas pourquoi, mais aux teintures naturelles. Je sais que
quand j'avais essayé, je me doutais un petit peu de la couleur que ça allait avoir, mais sur tous les différents supports, ça avait toujours des teintes, même en fonction du vieillissement, etc. Je trouvais qu'il y avait un aspect évolutif de la couleur, mais pour le coup matériellement. C'est-à-dire que la couleur évoluait en fonction du vieillissement aussi du textile. Je ne sais pas si Robin, d'ailleurs, tu as des choses à dire là-dessus. Non, ce que tu disais, c'était très très juste. Comme on dit, c'est une couleur naturelle, végétale, qui est faite pour évoluer, même en fonction de son processus de fabrication et son matériau de base, c'est fait pour évoluer. Et contrairement à quelque chose qui est fait numériquement ou imprimé, c'est fait aussi pour évoluer via des critères naturels, donc la lumière ou avec le temps, des choses comme ça. Donc non, c'est super intéressant de voir ces nuances imprégner le tissu. Ouais, c'était juste pour revenir sur les fameuses couleurs en fonction des matériaux qui existent. Justement, je trouve ça assez génial en ce moment, toutes les nouvelles entreprises qui se développent autour des matériaux recyclés, parce que pour le coup, ils arrivent à travailler à partir de couleurs qui leur sont imposées dès le début. Donc notamment avec les plastiques, et puis après ils les trient. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir un jeu vraiment graphique aussi avec ça. Et que l'aléatoire, du coup, crée aussi, de s'adapter aussi aux matériaux que tu as. C'est aussi s'adapter avec les couleurs que tu as. Tu peux composer avec ces couleurs-là aussi. Oui, je suis assez d'accord. Je sais pas si vous avez d'autres choses à mentionner par rapport à la couleur, des références peut-être qui vous ont plu lors d'expositions, par exemple, je pense à ça, mais si vous avez comme ça un artiste qui utilise les couleurs, qui ne les utilise pas, si vous voulez en parler peut-être. Moi, tu vois, genre, par rapport à Soulage, ce qu'il fait sur sa partie toile sculpturale, je trouve que c'est une autre approche de la couleur qui est beaucoup plus sur la lumière de la couleur, peut-être. Parce que, au final, la couleur est née par peut-être l'absence de couleur et la réflexion de la lumière sur le noir. Et c'est aussi, je pense, une autre manière d'aborder ça. Moi, je sais que quand j'avais travaillé en imprimerie, on devait souvent checker nos impressions comparé avec la vraie lumière du jour, comparé à la lumière de l'atelier. Parce qu'en fait, des fois, on faisait des noirs et blancs qui semblaient neutres, et on les mettait à la lumière du jour, et en fait, le truc, il était jaune, quoi. Et donc, c'est en fait la lumière, l'ambiance de l'environnement, c'est aussi quelque chose qui change complètement aussi le travail, en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai que ça, comme on disait, la couleur est évolutive et la couleur n'est pas fixée, n'est pas fixe dans tous les cas, puisque ça dépend vraiment du support, de l'environnement, de la lumière notamment. Et même quand je parle en photo aussi, la couleur de la lumière peut définir beaucoup de choses et ne va pas forcément réagir pareil sur un support qui est rouge, ne va pas réagir pareil que s'il est éclairé en vert ou en jaune. Donc oui, c'est vrai que dans tous les cas, attribuer des significations très précises à la couleur, je pense pas que ce soit oui, une vérité générale, mais c'est plus utile, on va dire, pour le marché de manière générale. Et peut-être une question aussi pour finir et clore le débat. Est-ce que vous avez envie de réintégrer la couleur dans vos créations? Est-ce que ça fait partie, en tout cas, intégrante de votre réflexion? Ou pour le coup, c'est pas forcément le sujet principal? À titre personnel, oui, mais je suis encore en réflexion sur la manière de le faire. Mais je sais que c'est quelque chose que je pense déjà depuis quelques années. Je suis totalement d'accord. Juste avant, je me permets de rajouter une petite référence parce que je la cherchais et je la trouvais pas et je l'ai enfin trouvée. C'est Jenny C. Jones, qui est une artiste qui travaille en fait avec des toiles de peinture en monochrome ou donc en blanc, gris et noir. Et en fait, c'est pas tout à fait comme du Soulage où il y a de la texture, il y en a quelques-unes, mais c'est très lisse. Et en fait, c'est juste la lumière parce qu'en positionnant l'œuvre sur un fond blanc, en fait, les tranches sont peintes d'un rouge très très vif. Et en fait, la lumière fait qu'elle se reflète sur le mur. Donc en fait, c'est pas l'œuvre qui est colorée, et c'est l'environnement autour de l'œuvre qui devient coloré. Je trouvais ça intéressant par rapport à cette idée de rester dans quelque chose de très sobre, très minimaliste, avec ce cadre juste blanc et cette tranche rouge qui vient, qu'on voit même pas en fait, qui vient juste, on voit juste son reflet. Oui, donc en fait, on peut faire du minimalisme, mais quand même intégrer des couleurs, et créer de l'environnement et créer de la sensorialité autour des couleurs, quoi. En tout cas, ça peut être une approche. Voilà. Et sinon, pour ce qui est de la question du coup de intégrer la couleur dans nos pratiques, moi j'avoue que récemment je le fais de plus en plus et je pense que je vais continuer quitte à aller franchement
dans des choses un peu trop kitsch ou un peu trop, ce qu'on pourrait considérer comme trop niveau couleur. Mais je pense que là où c'est le plus important, parce que là on parle de pratique, donc c'est quand même assez personnel, mais c'est peut-être plus dans les environnements communs. Enfin, par exemple, quand on regarde par la fenêtre, on est dans le CDI de l'ENSAMA, et on voit la façade beige de l'ENSAMA avec les fenêtres grises qui donnent sur des couloirs blancs, avec un ciel parisien globalement gris. Voilà, donc c'est juste que tout à l'heure on parlait de la couleur qui influe notre humeur et notre état, et là, force est de constater qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'ENSAMA. Est-ce que c'est pas pour nous discipliner peut-être? Si on voyait trop de couleurs, est-ce qu'on serait pas trop distrait et qu'on serait pas concentré? Peut-être, hein. Moi personnellement, j'ai cette approche-là de la couleur très politique, parce que au début, quand je parlais de blanchité, c'était justement la couleur blanc. Et c'est un marqueur de hiérarchisation sociale et aussi raciale, évidemment. Donc oui, moi j'ai vraiment une approche très politique de la couleur, puisque ça définit à quelle appartenance, qu'est-ce que tu es, qui est légitime de porter la couleur. J'avais lu que justement, c'était Frantz Fanon qui écrivait justement sur ce concept de la blanchité. Et il expliquait que, en fait, oui, les personnes qui portaient des couleurs, c'était pas des personnes qui étaient considérées comme hautes ou même qui détenaient beaucoup d'argent, puisqu'elles étaient très distraites, très kitsch, en fait, tout simplement. Même la notion de kitsch, c'est marqué de questions de classe. Et oui, si vous voulez aussi vous exprimer, pas pareil, sur votre intégration de la couleur, est-ce que vous avez des envies? Je sais que Valentin et Céleste, voilà, si... Je vais rebondir sur ce que vous avez tous les deux dit, en tout cas cette volonté de mieux réintégrer la couleur, et je suivrai aussi cette démarche-là. Pour le moment, j'ai pas encore acquis cette pratique, mais je pense que c'est dans la pratique personnelle où une connexion se fait avec certaines nuances ou non. Et pour ma part, j'aimerais davantage me concentrer sur des color blocks, de travailler ce color block et d'assumer une nuance particulière. En plus, comme tu disais, oui, je comprends l'idée de vouloir utiliser une couleur. C'est une couleur primaire, tu imagines ou pas? Ou est-ce que c'est... Non Oui, ce que je disais en début d'épisode, c'était que pour moi, chaque nuance de couleur veut dire quelque chose. Donc en fait, faire ce choix de nuance de rose, par exemple, pourquoi est-ce que tu utilises ce degré de rose et pas celui-ci? Et du coup, se concentrer vraiment sur une seule et même couleur qui peut être complètement artificielle par ailleurs, mais vraiment d'assumer ce choix colorimétrique comme si on l'avait fait un peu à la main, plutôt que d'en mélanger plusieurs et finalement d'être perdu en tant que créateur. Ok, oui, je comprends ton point de vue. Et Céleste, si t'as... Et bien d'un point de vue plus personnel, c'est vrai que j'aime beaucoup la couleur dans ma vie en général, mais c'est vrai que donc pour mes projets, comme c'est de la communication de marque, c'est plus compliqué de pouvoir choisir les teintes qu'on veut mettre. Dès que j'ai l'opportunité de pouvoir choisir une marque, par exemple pour mon projet de diplôme, j'ai choisi la marque Smarties. C'est aussi parce qu'il y avait aussi un potentiel au niveau de la couleur et qu'il y avait quelque chose à travailler au niveau de la couleur. Ok, Mais merci à tous pour votre participation. En tout cas, c'était très riche d'avoir tous ces points de vue. Surtout que, je pense que, en plus, au travers de vous, tous les invités, c'était intéressant d'avoir quand même quelque chose qui représentait beaucoup la diversité de l'ENSAMA dans la création, sur vraiment quand même pas mal de formations. Et je remercie aussi à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés pour ce deuxième épisode de la saison 5. Et on espère vous retrouver pour d'autres aventures et d'autres épisodes passionnants. C'est bizarre d'être isolé autant là. J'ai plus d'oreilles. Merci tout le monde, c'était trop bien. Ça vous a intéressé comme sujet? C'est cool. Je pense que... comment? Ouais, ça. On aurait pu parler pendant encore 5 heures. En vrai, c'était grave intéressant. On a tous apporté des références.